Mon nom est Martin Thomas Côté, je suis accompagné de mon rhume, mais aussi de Alan Lévesque et de Patrice Riverain. Vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, déjà le 3e podcast, ça va vite. Il y a des gens qui étaient inquiets, les amis. J'ai fait des peurs en disant qu'on allait enregistrer un peu plus tôt. Finalement, on l'a fait un peu plus tard. On s'excuse. Il y en a qui pensaient, hey, la théorie du complot, il y en a qui pensaient qu'on était en train de se chicaner. Est-ce qu'on était en train de se chicaner? Ah non, arrêtez, Martin Thomas était bien sous, puis il est correct aujourd'hui. C'est effectivement le parti des années 90. Les années 90, les petits jeunes ne savent plus boire. Ça a été très tough sur le moral, je dois vous l'avouer. Ça a remplacé peut-être la session d'enregistrement pour cette semaine-là. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas pu accumuler plein de sujets, puis encore aujourd'hui, beaucoup de choses. On va faire nos flash news dans quelques minutes. Non, c'est vrai, on avait dit Thunder News. On va changer le mot à chaque podcast. Ça a commencé avec les Lightning News, ça a été les Flash News, là, ça sera les Thunder News. Donc, on va commencer avec ça tout à l'heure, quelques sujets donc en rafale. On va parler aussi, évidemment, de jeux vidéo. Pour une première fois, Sébastien Tremblay de Jeux vidéo high-tech va être avec nous autres tout à l'heure. On va jaser de Mario Odyssey, d'Assassin's Creed, la nouvelle Xbox qui sort dans quelques jours. C'est-tu un bon ou un mauvais achat? Donc, on va démêler tout ça tout à l'heure. Puis, on finit avec un segment, votre poison, les boys, parce que chacun de notre côté, on est arrivé avec quelque chose dans lequel on est complètement plongé. On va essayer de vous donner la piqûre, de vous donner le goût de peut-être plonger avec nous autres et de vous procurer les différents poisons que l'on consomme depuis quelques semaines. Bien hâte de vous parler de ça, mais on commence tout de suite avec nos Flash News. Non, nos Thunder News. Les Injustes. OK, boys, quand on faisait la listing de ce qu'on avait à parler aujourd'hui, Alan, tu m'es arrivé avec Netflix. Je pense qu'on peut pas passer à côté. D'abord parce que demain, ce sera à partir de minuit ce soir, parce que se situer, on est jeudi aujourd'hui pour nous autres. Vous autres, si vous nous écoutez ailleurs dans le temps, bonjour. On est comme des machines à voyager dans le temps. Tout à fait. Alors, on est peut-être samedi aussi. On le sait pas. Mais donc... Stranger Things, 2e saison, ça commence ce soir à minuit. La question que j'ai le goût de vous poser, combien de temps ça va vous prendre de passer au travers? Ben, ça va dépendre du temps libre. Si je me fie à la première saison, ça m'avait pris moins de 36 heures. Là. Donc, il y a des chances que dimanche, ça soit fini parce que malheureusement, j'avais recommencé la première saison puis j'ai pas encore fini le 5e épisode. Donc, j'ai un petit délai à faire encore. J'ai un petit 3 tu heures à l'abandonneras pas? Tu vas non, le finir pareil? je la finis. OK. Pat, combien de temps tu penses te clencher ça? À mon avis, je finis ça dimanche aussi. On va l'écouter ensemble, moi et ma blonde. On commence samedi après un paquet de patentes, puis après ça, let's go, bing bang, on se couche pas, on mange plus, on se met des couches. Ben, tu vois, vendredi soir, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire avec ma blonde, sauf que j'ai dit à ma blonde, quand toi, tu seras plus capable, il y a bien des chances que moi, je continue. Puis là, ben, tu finiras la série tout seul de ton bord. Moi, je veux vraiment la finir le plus rapidement possible. J'ai adoré cette série-là. Par contre, je vous pose la question qui tue. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit déçu par la 2e saison? Parce que Netflix nous a pas véritablement habitués à de la constance dans les séries qui pognent. Tu sais, si je prends par exemple House of Cards, il y a eu des bas. Là. Puis si on prend Orange is the New Black, il y a eu des bas aussi. Daredevil, moi, la 2e, j'ai jamais accroché. Est-ce que ça se pourrait qu'on soit déçu? Ben ça va rester à savoir parce qu'effectivement, le problème d'une 2e restera toujours le hype et les attentes. Donc, vu que la première saison a vraiment été incroyable, et là, en plus, il y a ça qui avait sorti il y a 1 mois et demi, ça fait qu'il y a tellement de comparatifs qui vont rentrer, là, c'est que ça va être le bal des chiens-là qui va embarquer, c'est sûr et certain. Mais de ce que vous avez vu des bandes annonces, ça vous a excité le poil des gens ou... Ben, je n'ai écouté rien qu'une bande annonce. J'ai vu rien qu'un Celle avec Thriller, là, de Michael Jackson? Je m'en souviens même plus de la. Ah non, c'était écœurant. Alan, tu sais de quoi je parle? Oh, oui, avec la bébite qui sortait du mur. Là. Moi, je me souviens d'une bébite qui sort du mur. J'ai des attentes. Les fans fous en ont aussi. Puis en même temps, c'est légitime. On peut en avoir des attentes. Mais j'ai pas d'attente à me dire est-ce que je peux être déçu ou quoi que ce soit. Mais l'effet de surprise sera plus là. Non. L'effet de surprise n'est plus là. Mais en même temps, peut-être. Parce que comment réussir à nous surprendre à nouveau? Comment amener l'hommage à ce style d'horreur-là, l'hommage aux années 80,
vers autre chose. C'est ça qui m'intrigue. Quand on l'aura fini, on fera une critique peut-être plus élaborée. On va se clencher la saison comme... regarde, on vient de se consulter. Visiblement, dimanche, on va tous les trois avoir terminé la saison. Ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, c'est ce que je déteste le plus de Netflix. Je suis le genre de gars qui aime, comme tu vois, le Discovery, une par semaine, là, j'aime bien ça comme ça. Ça me gruge pas trop de temps. Mais j'ai une addiction aux séries télé. Je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable. Des fois, je me dis, il en reste une autre avant que, tu sais, il va être 10 heures, je vais me coucher à 10 heures. Là, il est rendu minuit. Il est rendu là, je vais m'enclencher une autre. Puis là, il en reste rien qu'une, je vais m'enclencher. Je suis pas capable. Mais ça, c'est la magie de Netflix, par exemple. Le 8 à 12 épisodes, là, c'est merveilleux. Parlant de Netflix, tu m'es arrivé avec le Kingpin. Moi, j'ai écouté la première saison de Daredevil. J'ai pas accroché sur la deuxième. J'ai pas écouté Defender. J'ai pas écouté Jessica Jones. J'ai pas écouté Iron Fist. J'ai pas écouté The Defender. J'ai arrêté la première de Daredevil. Là, ce que j'avais adoré de la première saison, c'est le Kingpin qui était juste magnifique. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec ce personnage-là entre-temps pour qu'on annonce son retour? Ben, c'est parce que dans le deuxième, il est en prison parce qu'à la fin du premier, mettons que ça s'était pas très bien fini avec lui, sauf qu'il faut pas oublier que c'est quand même lui qui avait comme un petit peu relancé le Punisher en le faisant virer fou dans la deuxième saison de Daredevil. Puis là, le Kingpin va revenir en force dans la troisième saison parce qu'il faut pas oublier, toi, tu n'as pas écouté Defender. Désolé pour ceux qui l'ont pas encore écouté. Spoiler. Effectivement, c'est un spoiler. C'est parce que derrière ces images... À la fin, là, c'est les premières cases de la BD de Daredevil Reborn de Frank Miller qui avait été sorti des années 90, qui était en quelque sorte le volume 2 qui a commencé Daredevil, qui avait relancé le personnage puis qui en a fait l'icône qu'on connaît aujourd'hui. Dans les mêmes années que Dark Knight Returns ou vite de même? Oui. Oui, hein? Il a quand même réussi à relancer 2 franchises, il faut le faire. Ben, à l'époque, il était fort, on va lui donner ça. Ça fait que là, le Kingpin est un personnage qui est super important là-dedans. C'est parce que on va possiblement tomber sur la déchéance, puis vraiment un Matt Murdock qui va s'écrouler total, puis avec un Kingpin qui va prendre le dessus total. C'est que oui, on a très hâte de voir ça, puis comment ça s'est embarqué, puis on a vraiment hâte de revoir ce personnage-là, parce que oui, c'est le meilleur méchant qu'on avait eu chez Netflix dans les séries de Marvel. Je vais aller plus loin. Je crois que c'est le meilleur méchant que Marvel a eu, point barre. Incluant le Marvel Cinematic Universe. Je pense que c'est un des personnages les plus importants, les plus perçants là, d'écran. Là. C'est fou, là, il était terrible. Là. Parce que je veux dire, dans le premier Iron Man, Iron Mongol, c'était pas diable. Dans le 2, oui, le gars avec ses foot. Non, mais là, ça, c'était poche. Là, c'était poche. Le mandarin, ils l'ont complètement raté. Tu sais, les méchants, c'est le point faible, je pense, de Marvel au cinéma. Oui. Puis là, j'ai beaucoup d'espoir fondé sur Cate Blanchett en passant. Là. Je suis tout à fait d'accord. Les méchants, on dirait qu'ils sont toujours soit mièvres, soit mal rendus, parce qu'ils ont tout mis sur le héros, la représentation du héros, etc. Là, un Matt Murdock, tout au secours, je suis revenu, je suis faible, blablabla. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie d'avoir un Defender 2 avec ce Daredevil-là. Parce que moi, j'ai haï ça, Defender. Là. Je le dis, je leur dis. Et la raison principale de ta haine envers Defender? Parce que c'était mal scénarisé, puis parce qu'il y avait... Il se questionnait tout le temps. C'est ça m'a énervé, là. On dirait qu'ils n'étaient pas capables de prendre leur place puis d'accepter les décisions qu'ils prenaient. Mm-hmm. Et si c'est encore ça... Là, les chorégraphies de combat. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai entendu parler. Je les ai malheureusement pas vus, mais j'en ai entendu parler. Mais quand je te parle de méchants, moi, j'ai toujours trouvé que c'était leur point faible. Puis je te parlais de Thor Ragnarok qui sort bientôt. Moi, Cate Blanchett, c'est une bonne actrice, là. Là, j'ai beaucoup d'espoir que ce méchant-là, surtout qu'il y a des rumeurs qu'elle peut même transiter jusqu'à Infinity War. En fait, je voulais savoir, parce que vous êtes des experts de Marvel, dans Infinity War, le comic, t'as Lady Death qui est là, avec Thanos. C'est-tu le personnage qui va être dans Thor Ragnarok ou c'est Non, ça c'est Ella, c'est totalement différent. Deux univers différents. Comment ça? C'est 2 panthéons, là. T'as le panthéon avec la gang de Thanos, blablabla, puis t'as la mort qui est c'est comme une entité cosmique. Mais là, dans Infinity War, on l'aura pas, ce personnage-là, la mort. Là. Est-ce qu'on pourrait faire remplacer ça par Ella? Est-ce qu'elle pourrait être... Ben, il pourrait vouloir mixer quelque chose, parce que Ella, là, c'est comme Thor, comme Odin. Dans ce groupe-là. C'est ce panthéon-là nordique, là. OK. Puis là, toi, tu me parles de l'autre mort qui, elle, est une entité cosmique. Là, c'est fou, là. Dans la métaphysique marvelienne. Ouais, là, ça va loin. Mais moi, c'est drôle parce que je lisais, j'ai lu Infinity War, le comic. Je l'ai lu, ben pas Infinity War, Infinity Gauntlet, je pense, le comic. Oui, effectivement. Bon, je l'ai lu, puis je trouvais le personnage, puis je me disais, est-ce qu'ils seront tentés, par exemple, de faire jouer ce rôle-là
à Kate Blanchett dans Infinity War? Ça peut-tu être ça? Ça peut-tu être une piste de solution? Non, je ne penserais pas, là, parce qu'ils ont déjà mis le casting qu'il va avoir avec, puis elle n'est pas vraiment là. Puis de toute façon, Mademoiselle Mort, là, avec Thanos, c'est toujours une relation qui est un petit peu ambiguë, bizarre, parce que lui, il est comme en amour avec, puis la seule façon de le retrouver, c'est de mourir, puis Thanos, c'est à peu près la seule chose qu'il veut faire, mourir. Non, c'est assez spécial, effectivement. Star Trek Discovery, on va en parler, mais très rapidement, renouvelé pour une deuxième saison, malgré tous les gros commentaires que je peux voir des fans fous et furieux de Star Trek. Surprise pour vous ou... Ben, Kate Hogman, autant tes abonnés, là, c'est quoi, c'est CBC All Access, All Access, là, ben, veux pas, il y a du cash qui rentre quelque part. Le monde ne se sont pas désabonnés après 3 épisodes, donc ils ont renouvelé pour un deuxième mois, donc ça donne une bonne confiance pour que le monde va suivre la série au grand complet. Et même s'il y a 2-3 personnes qui chialent, il ne faut jamais oublier que l'Internet, là, hein, si tu as 10 millions de commentaires qui sont négatifs, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui chialent. On en fera une critique peut-être un peu plus approfondie quand on va être rendu au milieu de la saison. Là, on est à quoi? 6 ou 7 épisodes de fait jusqu'à maintenant, puis moi, je vous le dis, je tombe en amour. Là. Moi, le capitaine Lorca, c'est le mien. Là. C'est un fou. Ah, il est trop psycho. Là. C'est un evil. Là. Il va se passer quelque chose dans cette histoire-là. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on nous amène. Puis il y a eu même des petites allusions au Mirror Universe à m'amener. Puis écoute, j'ai bien hâte de savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça va être à suivre. Hey, je veux vous parler de Mark Hamill. Mark Hamill, puis on a eu la discussion la dernière fois que, Alan, tu voulais pas voir la bande-annonce de Star Wars. L'as-tu écouté finalement? Jamais. T'as réussi? Je respecte ça. Je te jure, je la regarderai pas. Je respecte ça. Mais Mark Hamill, depuis au moins un mois, s'amuse à troller les fans de Star Wars avec toutes sortes de théories plus folles les unes que les autres. Sincèrement, est-ce que le monde sont en train de virer fou avec les théories? Mais c'est le fun de faire des théories. Moi, j'en ai plein, là. Écoute, j'aimerais ça que Snoke, ça soit Mace Windu. J'aimerais ça que... Parce que je l'aime, Mace Windu. Pourquoi? Puis, je sais pas, je l'aime. Puis j'aimerais ça que Rey, elle vire méchante. Puis que... écoute... Mais Mark Hamill va loin parce que... On va y aller avec le poster. T'as vu le poster, Alan? On peut parler du poster? Ouais, tu parles de la conspiration qui fait que le vilain est toujours en arrière-plan puis que Mark Hamill est en haut de ça, oui. Pensez-vous qu'on peut être allé aussi loin que là? Ben, moi, je vais te répondre par l'autre chose qui a été faite par rapport à ça. Si tu fais le poster à l'envers, tu fais le contour, tu as Jar Jar Binks qui est là, OK? Oh, Jar Jar Binks! Mais coïncidence, je ne pense pas. Mais sincèrement, si on s'en va réellement vers un film qui nous présente Luke comme le vilain ou le perturbé, puis je me rappelle que Mark Hamill, dans une entrevue, avait dit je suis pas d'accord avec la direction qu'on a fait prendre au personnage, mais garde, je suis payé, puis je ferme ma gueule, puis je le joue pareil. Allez-vous être à l'aise avec ça? Un Luke, genre, vraiment désabusé, peut-être même très sombre, ou à la limite, un Luke qui pourrait être méchant? Je pense pas vraiment que Luke va être méchant. Moi, je pense plus qu'ils vont vraiment apporter le côté plus cynique du personnage, parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment eu d'entraînement de Jedi. Il a fait son possible. Il a toujours... Ben, dans la première trilogie, là, Luke a toujours été plus proche du côté obscur que du côté lumineux, que tu le veuilles ou pas. À chaque fois même Yoda en a peur. Effectivement, c'est parce qu'à chaque fois qu'il a réussi à faire un pas, qu'il a gagné une bataille, c'était toujours en utilisant le côté obscur. Tu sais, Darth Vader qui a mangé le volet dans le Retour du Jedi, Luke était pas de bonne humeur. Là. Non, il était vraiment pas de bonne humeur. C'est ça qui arrive, ça fait que Luke a toujours été plus de ce côté-là. Qu'il ait essayé de ramener ça douette, ben, c'est planté. Kylo Ren est arrivé. Ça a foutu un bordel total. Il est parti en exil. Puis je pense qu'il va plus arriver sa mentalité des Jedi gris. Donc, les gris Jedi que beaucoup de personnes parlent. C'est qu'il va ramener il veut ramener une certaine balance de la force parce que ça n'a pas de sens de vivre là comme un ermite puis dire « Ah, j'ai pas le droit d'aimer, j'ai pas le droit d'avoir de sentiments. » Obi-Wan l'a fait. Ouais, mais... Obi-Wan, c'est un dieu. C'est lui le vrai élu. Ouais, mais il a fourré les Mandaloriens. Oh, non, ça, c'est pas canon. Non, mais peut-être qu'il avait une petite amie Jawa aussi, là. On sait jamais, là. Ce qui se passe sur Tatooine reste sur Tatooine. On n'a pas besoin de le savoir, OK? Donc, Star Wars, ça sort bientôt. Bien hâte de voir si les théories sont véridiques, voir où est-ce qu'on s'en va. Pat, tu voulais me parler de John Carpenter. Tu m'as appris tout à l'heure qu'il faisait de la musique, je ne le savais même pas. John Carpenter, là, il a toujours fait la musique de la majorité de ses films. Les thèmes, c'est lui qui composait, etc. Le thème d'Halloween, etc. Et là, il vient de sortir Anthologie Movie Theme 1974 à 1998. Et c'est brillant. C'est super le fun. Il a repris tous ses thèmes avec ses musiciens. Le gars, il fait de la maudite bonne musique, là. Moi, j'aime ça.
c'est une super ambiance, le fun pour se mettre dans le trip de l'Halloween. Tu passes de Prince of Darkness, de Thing, qui a repris de Ennio Morricone parce que c'était un des rares qui avait composé pour lui. Le thème de Christine, même le thème du film de science-fiction Starman, là, qui donne la chair de poule tellement il est bon. T'écoutes ça, tu te mets dans l'ambiance, c'est de la bonne... Vinyle ou... En vinyle. Ah oui, la version vinyle? Oui, il y a tout le temps, les John Carpenter, ils sortent tout en vinyle, puis t'as le code QR de téléchargement à l'intérieur pour pouvoir l'avoir aussi en numérique. Là. Fait que, tu sais, t'as le meilleur des deux mondes, puis ils sont pas chers, les John Donc, les Carpenter. enfants qui vont aller chercher des bonbons chez vous cette semaine, ils vont avoir ça dans les oreilles? Ça ou bien du gros métal, là, il y a des chances. Mais ce qui me surprend, tu savais pas que John Carpenter faisait de la musique, donc Non. tu t'es jamais rendu compte que le thème de Stranger Things était un hommage à John Carpenter? Jamais. Exact. Jamais. Mais là, donnez-moi une chance, là. J'arrive du party des années 90. Là. Écoute, c'est pas le seul. Hein? Dario Argento, là, avec le groupe de Goblin, c'est lui qui faisait la musique thème de certains de ses films aussi. La plupart de cette génération-là de réalisateurs contrôlaient plein d'affaires. Donc, ils étaient en arrière de leur propre montage, Une maudite etc. chance que George Lucas n'a pas fait sa propre musique. Et Il l'aurait recommencé 8 fois. Ben, peut-être que c'est lui, là, le petit qui joue de la flûte là, dans la cantine. Le gros bleu qui joue du tambour, c'est peut-être George Lucas en arrière qui joue du tambour, je sais pas. Donc, on peut dire suggestion de la semaine, si vous voulez vous mettre la main là-dessus. Ouais. Parfait. C'est-tu bien hors de prix? Je te pose la question parce que souvent, le vinyle, des fois... Si ma mémoire est bonne, là, c'est un vinyle 22 ou Ok, c'est correct. 25 piastres, 26 OK, c'est correct. C'est Parce que étrange. les Star Wars, là, sont à 65$. Ça n'a Ouais, mais là, aucun Christy de bon sens. Mais là, c'est pas pareil. Là. C'est un gars qui fait ça pour lui, qui trippe. Là. Parce que maintenant, John Carpenter, là, il critique des fois les trucs, il est le fun sur les réseaux sociaux, il joue à des jeux vidéo, il trippe sur le basket, il va voir des shows puis il compose la musique. Bon. Tu sais, le gars, il fait ça pour lui, pour le fun, puis les gens en profitent. Et voilà. Excellent. Hey, quelques sorties DVD qui ont eu lieu dans les dernières semaines. J'aurais le goût d'avoir juste des petites critiques rapides en tour de table. Je vais commencer avec Baby Driver. C'est un film avec... J'avais aucune attente quand je suis allé le voir au cinéma. Là. Mais quel film magnifique. Quel merveilleux film. Si vous n'avez pas vu ça encore, Baby Driver, c'est excellent. Mais ça prend... Puis je pense que c'est toi, Pat, qui me disais ça. Faut que tu aies un système de son pour écouter ce film-là. Là. Ben, moi, j'ai été surpris parce que mon cinéma maison, là, j'ai 7 haut-parleurs autour de moi qui me crachent dans les oreilles de temps en temps. Et j'ai été hyper surpris parce que souvent, des fois, dans un film, tu vas avoir les effets spéciaux, tu vas avoir l'action, tu vas avoir l'ambiance sonore qui va avoir mis l'emphase dans ton cinéma maison. Puis l'explosion, elle va t'arracher une dent du côté gauche. Mais là, c'était la musique qui était omniprésente parce que l'effet partout, l'ambiophonique, était sur les tunes. Mais c'est un long principalement. vidéoclip, Baby Driver. On se le cachera pas. En là. fait, le personnage principal, selon moi, et c'était une des critiques que tu avais dit à un moment donné quand tu étais allé le voir avant moi, Alan, avec un autre chum, c'est la musique, le personnage principal. C'est pas fou. C'est tellement incroyable. Là. Moi, je me roulerais à terre pour l'écouter encore. Oui, parce qu'il faut pas oublier que Baby Driver, contrairement à plusieurs autres films, c'est qu'ils ont monté une trame sonore, puis le film a été basé par-dessus. Et il a été réalisé par-dessus parce que la façon que les personnages vont bouger, tout ce qui va se passer en char, les coups de fusil là, vont toujours suivre la musique. Tout ce qui se passe dans le film suit la musique à 100%. Donc, c'est pas l'inverse qui peut avoir été fait. C'est, la musique a été mise. On a une soundtrack de 1h25. Le film dure 1h25 puis on met des séquences par-dessus ça. Ah, puis les acteurs qui ont pris, écoute, sont juste géniaux. Là. Puis si vous accordez un peu d'attention aux détails, et ça, c'est complètement fou, là, la première fois où il va chercher du café, la toune qui joue, c'est une vieille version d'Harlem Shuffle qui avait été reprise à un moment donné par les Stones. Ben, la première toune qui joue quand il y a les cafés, toutes les graffitis, les panneaux de circulation, ce qui est écrit sur les pubs, c'est les paroles de la toune. Ben voyons donc. Je l'ai pas remarqué du tout. Puis, sans oublier aussi que c'est possiblement le plan séquence le plus long du film. Toute la toune au grand complet, le mouvement est un plan séquence continu qui n'a aucune c'est interruption. génial. Mais il y a eu un certain temps où on pensait qu'Edgar Wright serait jamais capable de faire de quoi d'autre à part ses deux comparses là, dans le temps de Shaun of the Dead puis tout ce gang-là. Il s'est quand même vraiment bien accompli comme réalisateur. Ben, ce qui arrive, c'est que lui, il est comme tombé un petit peu dans un creux inconnu avec Scott Pilgrim qui a fait... Ce qui est un excellent film en passant. C'est l'effet Blade Runner ou n'importe quoi. Ça sort au cinéma, tu sais pas quoi t'attendre. Tu fais comme, c'est quoi ça? C'est que tu vas pas le voir. Puis à un moment donné, tu pognes le DVD ou bel Blu-ray pas cher à quelque part. Tu l'écoutes, tu fais comme, je m'écave de pas avoir été voir ça. C'est le risque que je trouve que les producteurs à Hollywood ne prennent plus.
Tu sais, je veux dire, c'est rare maintenant que je vais aller au cinéma comme je l'ai fait pour Baby Driver. Puis honnêtement, il a vraiment fallu qu'on mette le nom du réalisateur bien gros pour que je me décide à y aller. Tu sais, la carte de visite, là. Tu sais, je me place à une époque où les gens allaient voir Raider of the Lost Ark, puis qui savaient pas que c'était un Indiana Jones, puis qui connaissaient pas ça, mais qui y allaient pareil, puis en foule, puis il y avait une effervescence. On retrouve plus ça aujourd'hui si c'est pas des suites ou des films de super-héros qu'on connaît. Tu sais, Baby Driver, tu prends un risque avec ton argent. Tu sais pas si ça va être bon, tu sais pas si ça va être mauvais. Il y en a plusieurs qui vont juste choisir d'attendre qu'il soit en location. Puis là, ben, comme tu viens de le dire, ils vont s'en vouloir de ne pas l'avoir vu au cinéma. Je suis tellement content de l'avoir vu au cinéma, ce film-là, vous pouvez même pas savoir. Mais tabarouette, c'est rendu difficile d'avoir des films de même au cinéma. D'attirer un public, puis de les convaincre de venir voir ce genre de film-là. Je trouve ça dommage. Tu sais que, mettons, je te mets producteur, Alan ou Pat, je t'arrive avec Baby Driver ou Iron Man 6 versus Grand-Maman. Tu sais, tu vas mettre ton argent sur Iron Man 6. Oui, mais la grand-maman, là, si c'est la petite qui fait la tante de Spider-Man, je vais peut-être aller voir Iron Man 6. Ah ouais? Mais tu sais, tu veux rentrer dans ton argent. Fait que tu vas prendre Iron Man 6. Mais c'est parce que c'est pas pareil. Là, moi, je vais au cinéma là, pour le trip d'aller voir un film. Là. Parce que je suis encore un cinéphile pur et dur, puis je cale encore énormément de cash dans les salles, puis des fois, je vais voir un film tout seul. Mais on est de moins en moins. Je le sais, puis tout est en train de virer de barre là, au niveau du cinéma. Là, ça va de moi. Mais, tu sais, j'en suis venu avec une constatation avec d'autres affaires, puis un sujet qu'on abordera à un moment donné, là, c'est que, Christy, on dirait que c'est le nom. C'est comme toute l'enveloppe qui fait vendre des affaires, puis quand tu n'oses pas gratter puis revoir, c'est quoi finalement ça? Là? C'est qui ce réalisateur-là? Est-ce que ça vaut la peine d'aller écouter ça? Est-ce que ça vaut la peine d'entendre la trame sonore de tel film? Tabarnouche, gratte un peu, sois curieux. Cherche ta culture, calice. Ben, je sais pas, là, je comprends ton point de vue, Pat, mais c'est-tu mieux que v'là 10 ou 15, 20 ans qu'on faisait comme « Hey, je vais aller voir le dernier Cruise. » Ouais. Tu sais, c'est quoi le titre du film? C'est pas grave. C'est Tom Cruise, là. C'est le dernier Tom Cruise. C'est exactement. Là, à une certaine époque, c'était ça. On n'allait pas voir le film pour le contenu. On checkait le gros nom qui était en haut. « Hey, Michael Keaton a fait ce film-là, je vais voir le dernier Keaton. » C'est quoi le film? Ben, le dernier de Keaton. Ça ressemble effectivement à j'ai ça. J'ai tellement loué de VHS là, à cause de ça. Là. Tu sais, t'avais tel nom. Là. Hey, tu réécoutes une affaire, là, des fois, tu te dis « Ah, wow, Ridley Scott. » Vous souvenez-vous du film là, avec... Michael Douglas, là, avec des samouraïs, là, puis son chum s'était fait tuer, là, puis il était contre un saint... Ah, c'était plate. Puis là, j'avais été le voir au cinéma, puis je m'étais dit, ah oui. Ben, moi, je me souviens surtout de Meet Joe Black, qu'on était allé voir pour la bande-annonce de Star Wars épisode 1. Là. Écoute, tu sais, à cause de Brad Pitt, là, j'étais même allé voir là, Légende d'automne. Hey, je me suis endormi. Là. C'est-tu mauvais, ça? Tu sais, la fille a fait un tour du chapeau avec tous les frères, là. Oui, quand même, faut le dire. Puis c'est vrai là, qu'à cause de certains acteurs, on allait voir tel film, là, puis là, on se disait... C'est l'élément de promotion, parce qu'il fallait attirer les gens, parce que dorénavant, la curiosité, l'accessibilité financière du cinéma, je veux dire, avant ça, le cinéma, c'était un loisir qui coûtait tellement pas cher. 3,25$, tu allais voir un film, tu gagnais peut-être 5 ou 6$ de l'heure au salaire minimum, c'était quand même abordable. Aujourd'hui, tu vas voir un film, c'est 11$, tu gagnes peut-être 12$ de l'heure au salaire minimum, je veux dire... Ça te prend une heure de travail pour aller au cinéma. Là. Mais là, c'est encore pire. Là, ils sont en train d'étudier un nouveau modèle d'affaires pour le cinéma qui veulent dire que plus un film va être gros, plus le prix du billet va être élevé. Comme l'industrie du spectacle, dans le fond. Effectivement. Puis plus un film va être moins connu, moins important, plus le prix du billet va être bas. Puis si le film, c'est supposé être un gros blockbuster, la première semaine, tu sortes à 25$, mais il floppe total, ben 2 semaines après, ça se peut que tu aies tes billets à 5$. Ah non, il ne faudrait pas qu'ils s'enlèvent vers ça. Là, c'est très sérieux là, qu'ils s'enlignent là-dessus. Là. Oh boy. Mais dans une certaine... dans un sens, c'est déjà commencé. Vous avez vu la publicité qu'il y avait cet été sur... revoyez ce film-là qui est sorti pendant l'été. Il y avait une sélection de films à 5$. Oui, je me rappelle de ça. Effectivement, ça commence. Puis, mais il y a eu aussi l'Impérial à un moment donné qui avait fait ça. Rappelez-vous, dans le temps que le cinéma Odéon était encore là, tu avais des films qui étaient moins chers parce que ça faisait plus longtemps qu'ils étaient là du côté de l'Impérial. Oui. On avait commencé à faire ça. Et j'aime pas ça, ce que tu viens de m'annoncer là, Alan. Je vais aller lire là-dessus tantôt. J'aime vraiment pas ça. Hey, 3 autres sorties peut-être en rafale. Spider-Man Homecoming. Je sais qu'on va se pogner. Moi, je trouve que c'est probablement l'un des meilleurs du Marvel Cinematic Universe, mais quand je regarde Alan, je pense qu'il va m'arracher la tête. Là. Moi, j'ai adoré ça. Ben, je sais pas. Moi, j'ai encore de la misère avec le fait que Rambo Gauthier puis sa gang ramasse de la technologie extraterrestre puis ils disent « Je suis syndiqué, tasse-toi le gouvernement. » là, mais ça, c'est mon avis personnel. Puis sans compter que Ferris Bueller, je l'ai vu il y a 30 ans, j'avais pas besoin de la voir qu'après des murs.
Oh, Ouais, t'es terrible, là, franchement. T'es tellement là. sévère, ça n'a pas de bon sens. T'as pas eu de fun, sérieux, là. T'étais pas dans la salle de cinéma, t'as pas juste ri un bon coup. J'ai ri un peu, à peu près comme la première fois que j'ai vu Guardians of the Galaxy 2. Tu sais, les jokes, tu les connais pas, tu ris. J'ai réécouté Spider-Man Homecoming hier, j'ai trouvé le film sympathique, Sans plus. sans plus. Ah non, t'es pas correct. Moi, j'ai trouvé que c'était un des mieux réussis. En fait, ce que j'ai C'est aimé- le 5e meilleur Spider-Man. Il y a un Spider-Man 3 qui est pire. Non, t'es pas correct. Là. Moi, ce que j'ai aimé de Spider-Man Homecoming, c'est justement ce que nous permet de faire l'univers de Marvel. Tu sais, t'as plus besoin de te taper des origin story à pu finir. Là. Tu sais, t'arrives, il est là, Spider-Man. Il est commencé, puis c'est go, puis on décolle. Ouais, mais ils peuvent plus faire d'origin story de Spider-Man. Là. Ça fait 22 acteurs qui les jouent. Là. Ah, je sais, Spider-Man, ça n'a aucun bon sens. À un moment donné, ils vont ressusciter Janine Suto, puis c'est elle qui va Ouais, le faire. mais vous savez toute l'histoire en arrière de ça. C'est une histoire de droit. Sony voulait pas perdre les droits de Spider-Man au cinéma, donc il n'y avait pas le choix d'en refaire. Mais de toute façon, je pense qu'il y avait un grief qui était élevé contre les oncles Ben. Là. Il était écœuré de mourir au cinéma, donc il n'y avait plus le droit de le tuer aussi. Il y a une manifestation d'Oncle Ben. On ne veut plus mourir. Ouais, mais on a Tante May. La jeune Tante May. Oh! Hey, juste avant de se laisser, il en reste deux. Je veux vous parler de Batman vs Two-Face. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Depuis, écoute, je pense que c'est l'an passé qu'on avait sorti Batman The Adventure of the Cape Crusader ou quelque chose comme ça. C'est le Batman des années 60, mais on en fait une version animée avec une nouvelle histoire. Puis sincèrement, c'est génial. Si t'as pas vu le premier, là, avec les voix originales. Mais moi, là, Batman Adventure of the Cape Crusader, j'ai sombrement détesté. Ben voyons donc. Écoute, le Batman chef, le Batman policier, Mais c'était le ça. Batman maire, Mais c'était ça. le Batman... Mais c'était ça, la série des C'était années 60. tellement poche. Mais c'était ça, la série Mais des c'est années parce 60. que la série des années 60, avec le kitsch, avec le look, avec même la bad dance... C'est un bel avec les hommage. J'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que c'était un bel hommage. Et ce que j'ai aimé du deuxième, c'est qu'on a repris peut-être une idée qui germait dans les années 60, celle d'avoir le personnage de Two-Face, qui n'a jamais fait d'apparition dans la série des années 60. Et c'est William Shatner qui fait sa voix. C'est génial. Écoute, entendre Adam West qui est dans sa dernière performance, parce qu'on sait tous qu'il est décédé, je vous l'apprends, personne n'est choqué. OK, parfait. Et c'est sa dernière performance, et de l'entendre avec William Shatner, et d'avoir cette espèce de... Ils ont joué sur le fait que Batman, Bruce Wayne, son meilleur ami, c'est Harvey Dent, et t'as Robin, la petite jalouse, qui est jalouse de la relation entre les deux. Écoute, c'est génial. C'est vraiment, vraiment bien fait. Moi, ça m'a bien fait rigoler. J'ai trouvé ça bon. Honnêtement, écoute-le. Donne-y une deuxième chance, Pat. Donne-y une deuxième chance. Écoute-le. Ben, c'est sûr que lui, je vais l'écouter, là, mais bon, on verra bien. Juste là, pour moi- la voix de William Shatner. Juste pour The Shatner. Non, mais toi, t'as William Shatner, Batman, Adam West. C'est sûr que c'était... t'as un orgasme cérébral. C'était un trio gagnant. Je pouvais pas rien faire contre ça. Puis War of the Planet of the Apes, je dois faire une confession. Je l'ai acheté. Je ne l'ai pas vu encore. Ben, t'as vu les deux premiers? J'ai vu les deux premiers, et le problème que j'ai eu, là, puis je t'explique pourquoi je peux pas aller voir le troisième, j'ai eu l'impression par les bandes annonces que j'ai vues que ça avait pas avancé. C'est là ce que tout le monde s'est pété à la face en allant voir le troisième. Moi, je me rappelle, tu sais, j'avais vu le deuxième. Le deuxième, c'était pratiquement un all-in action. C'était incroyable que ça pétait de bord puis de l'autre. Là, tu fais comme le troisième. Wow, c'est la guerre des singes. Tu sais, c'est vraiment dit dans le titre, là, c'est la guerre. Tu vas voir le film, non, c'est pas ça partout qui se passe. Là. C'est plutôt les singes qui réussissent à monter leur communauté, puis ils sont poignés dans la marde qui est l'humanité. Ouais, mais j'ai l'impression que ce film-là, c'est pas déjà ça qu'on m'avait vendu dans le deuxième. Non, Je voulais une step plus loin. Là, c'est totalement différent. Là. Tu sais, sans vouloir mettre de spoiler, c'est parce que les singes sont les témoins de ce qui se passe dans ce film-là. OK. Tu sais, c'est pas les singes sont poignés dans quelque chose, puis il faut qu'ils fassent de quoi. Donc, les singes sont témoins de ce qui se passe. Puis là, tu vois, quand ils font pour avoir la planète, là, ils sont comme poignés dans un merdier, puis eux autres, c'est comme des témoins, puis ils subissent ce qui se passe dans ce film-là. C'est pour ça que ça fait un clash qui est totalement différent avec les autres, puis que... C'est pour ça que dans la première semaine, le film est bien pogné au box-office, puis après, il a comme droppé parce que le monde a été voir le film, puis ils ont comme fait... Je m'attendais pas à ça. Le film est brillant, il est super bien monté. C'est-tu vrai que c'est lié au premier de Carlton Heston? On l'a lié? Oui, effectivement, il y a la petite fille qui est dedans, mais c'est très, 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 très léger. Léger au plus haut niveau. Là. J'ai de la misère avec des affaires de même. Tu sais, ça, c'est comme dans Star Wars, il y a juste une famille, là, puis il y a un noir. Puis là, dans le Planète des singes, il y a une femme, puis c'est elle qui a vécu 2 époques. Ouais, mais tu sais, c'est juste un petit clin d'œil. Là. Ils veulent pas ramener là, mais tu sais, elle parle même pas à la petite fille. Là, Ouais, c'est sûr, elle parle pas dans lui de 69. Fait qu'elle peut pas parler dans lui de...
Mais tu sais, mais Charlton Heston n'est pas là, Kit. OK. Ils l'ont pas ressuscité? Non, ils l'ont pas Ils n'ont pas fait ressuscité. comme le Grand Moff Tarkan dans Rogue One? Non, puis il n'y a pas de statut de liberté. Il n'y a pas de statut de liberté non tout plus. Est correct. Mais ça aurait été un beau clin d'œil, par exemple. Ça aurait été un beau clin d'œil. Juste voir la statue à la fin. Moi, j'aurais aimé ça. Ah non, tu vas voir, le film va te casser. Ah, j'ai hâte de voir. Je vais écouter ça cette semaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Allez, on s'en va directement à notre prochain segment. C'est injuste. I'll be back. J'espère que ce ne sera pas notre seule collaboration avec notre prochain invité, mais il y en a plusieurs qui nous ont demandé, vous parlez pas assez de jeux vidéo, je m'en confesse, je ne suis pas un grand gamer. Je pense que dans nous trois, c'est Alan le plus gamer, je pense. Oui, il y a des fortes chances, oui. Ouais, des fortes chances. Moi, je suis pas un très grand gamer. En fait, j'ai arrêté avec le Nintendo 64. Dès qu'ils ont commencé à avoir des affaires un peu plus complexes, là, j'ai eu bien de la difficulté. Mais je suis un rétro gamer, donc j'ai au moins ça en commun avec le monde et l'univers des jeux vidéo. Mais notre prochain invité va nous permettre d'être un peu plus sa coche. Sébastien Tremblay de Jeux vidéo high-tech. Seb, salut! Hey, salut! Hey, écoute, on va collaborer avec toi une couple de fois comme ça, parler des nouveautés, parler du monde des jeux vidéo. Puis on va commencer tout de suite parce qu'il y a des grosses sorties qui s'en viennent cette semaine. En fait, c'est toi qui m'es arrivé avec ça. Qu'est-ce qui sort? Pourquoi c'est si gros? Ben, Mario Odyssey sur Switch en premier, qui est vraiment une grosse sortie. On le sait, hein, chaque nouveau Mario, c'est toujours très, très gros. Celui-ci avait été annoncé en même temps que la console, donc on l'attendait vraiment de pied ferme, là. Déjà qu'on avait quand même un Zelda qui est sorti en même temps que la console, donc ayant un Mario qui sort dans la même année, on se sent un petit peu gâté. Celui-là, on retourne avec une formule Mario un petit peu plus classique, mais moderne, je te dirais. Là. Donc c'est un peu comme les Mario 64, Mario Galaxy, Mario Sunshine. Donc un Mario en 3D où vous allez explorer plein de monde, ramasser non pas des étoiles dans celui-là, mais des lunes. Moi, je vous dirais, là, pour l'avoir joué quelques heures à date, là, c'est vraiment, vraiment super. Non seulement on a les moves classiques de Mario, il y a plein de nouveaux aussi mouvements possibles, donc des sauts, des roulades par terre. Et bien sûr, avec tous les costumes qu'on va avoir, vient aussi là, des petits puzzles qu'il va falloir résoudre. Donc, à un moment donné, il faut vous déguiser d'une certaine façon pour aider certaines personnes. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça super bien. Puis visuellement, bien sûr, hein, comme on est sur Switch, on va chercher aussi quand même la puissance de cette machine-là avec les graphiques. Oui, effectivement, Sébastien, j'ai vu une couple de vidéos là, sur Mario Odyssey. Moi, ça fait une éternité que j'ai pas joué à Mario, mais j'avais remarqué qu'il allait y avoir quelques petits éléments là, du Paper Mario qu'on a déjà connu. Comme, tu sais, il se colle au mur, il devient personnage 2D pour réussir à voyager d'un endroit à l'autre. Je sais pas si tu avais pu voir ça aussi, là, puis m'en parler un peu plus. Oui, bien sûr, en effet, dans les tableaux, là, il y a beaucoup de sections où vous allez rentrer dans un tuyau, et là, vous allez tout simplement rentrer dans le mur. Et là, vous allez avoir des plateformes, dans le fond, des sections classiques de Mario où vous allez vraiment sauter par-dessus des trous, éviter des ennemis, vraiment plus à la formule classique Mario. Bien sûr, on est sur des surfaces qui sont en 3D. Donc, souvent, on va soit tourner autour d'une tour où on va se ramasser, admettons, là, à éviter des ennemis en évitant des trous. Donc, on va se retrouver vraiment avec la petite plateformeur de Mario classique où il ne faut pas tomber dans des trous ou se faire frapper par des ennemis. Ça fait quand même assez étrange, je vous dirais, par contre, d'avoir un Mario où vous mourrez pas, en fait, en perdant de hop. Quand vous mourrez, vous perdez seulement des scènes que vous avez accumulées. Donc ça à la Sonic, dans le fond? Ouais, exact. Puis quand ça arrive la première fois, puis tu sais, tu respawns un drapeau ou au début du tableau, tu fais un peu le saut parce qu'on est habitué de voir, dans le fond, -1, puis de continuer en se disant, ben j'espère que j'en perdrai pas au complet, puis il y a game over. Donc j'ai pas encore vu de game over, bien sûr, hein, en étant au début du jeu comme ça, ben c'est sûr et certain que le niveau est un petit peu plus facile. Ouais, mais moi, je te dirais, ce qui est cool aussi avec la casquette que tu as, parce que dans Mario Odyssey, en fait, la fameuse twist, c'est que tu rencontres des habitants qui sont des petits chapeaux. Et là, ce chapeau-là, on voit, alors il prend possession comme de la casquette de Mario. Et en les lançant sur les ennemis, on peut prendre possession de ces personnages-là. Donc, au début, directement du jeu, il y a un tableau où vous pouvez tout simplement lancer votre casquette sur un tyrannosaure, puis vous devenez un gros Mario Tyrannosaure Rex avec une moustache puis une calotte. Vous battez tous les monstres, vous courez. C'est vraiment, vraiment génial. Puis bien sûr, comme je dis, le rendu avec la Switch puis les contrôles, c'est vraiment super agréable de pouvoir jouer. Là. Puis, tu sais, il est compatible avec tous les contrôles de la Switch. Donc, si vous y allez avec les Joy-Con dans chaque main, vous avez des mouvements qui vont être faisables avec vos mains. Mais vous allez avoir aussi, bien sûr, l'option de le jouer avec une manette classique ou là, ça va se jouer plus comme, mettons, Mario Galaxy ou même Mario Sunshine. Hey, Sébastien, si je reviens là, au fait que Mario, il meurt plus, là, trouves-tu que c'est comme d'avoir... tu sais, comment je te dirais ça, là,
relativiser toutes les affaires, là, genre, les fans, ils capotent parce qu'ils mourraient, ou est-ce que les fans vont être déçus par cet aspect-là qui est important du jeu, puis qui est plus là maintenant? Ben, je te dirais, ça n'enlève pas non plus de l'aspect challenge parce que tu respawns quand même où, normalement, si tu avais perdu un hop, tu serais réapparu. Tu vas recommencer des tableaux quand même. Par contre, c'est sûr et certain, il y a des gens qui sont prononcés un peu contre ça. Il y a toujours un peu la gamique aussi de puristes qui vont dire « Ah non, ils ont changé Mario, puis ça n'a pas de bon sens. » Par contre, c'est sûr et certain qu'en ayant enlevé les hops comme ça, puis un peu l'espèce de game over, ben c'est sûr et certain aussi, on rend le jeu un peu plus accessible. Je pense c'est ça, je voulais savoir. On l'a rendu plus facile, dans le fond. Mettons, si tu avais un âge à donner pour commencer à jouer à ce jeu-là, moi, j'ai un garçon de 6 ans qui joue à Mario Bros actuellement. C'est-tu le genre de jeu qui est capable de jouer ou ça marche pas, là? Il va pouvoir. Par contre, c'est sûr et certain que comme c'est un Mario en 3D où vous allez avoir quand même de la recherche à faire, je dirais pas qu'il y a des puzzles plus compliqués, mais vous allez quand même avoir certaines déductions à faire. Donc, des fois, ça va demander quand même de lire ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont vous parler, même si le jeu est en français entièrement, c'est sûr et certain qu'il va avoir une notion de lecture un peu, mais c'est même un enfant qui ne sait pas lire. Je veux dire, c'est très, très évident. Ils vont vous mettre le point sur la carte. Vous allez le voir directement. Si on se dit, regarde, il faut que je cours jusqu'à là-bas, sauter, on comprend vite qu'est-ce qu'on a à faire. Puis moi, je vous dirais, c'est Mario, c'est de tous âges. Par contre, même si on n'a pas de game over à proprement dit, ça reste quand même que le challenge est là de réussir à battre ces ennemis-là, sauter les trous sans tomber. Donc, c'est sûr et certain que, oui, on rend ça un peu moins frustrant, mais sans non plus mettre le jeu trop facile. Juste avant de passer à notre prochain sujet, qu'est-ce que ça dit sur la Switch actuellement? Tu me dis que c'était supposé sortir en même temps que la console. Finalement, il y a eu un Zelda. C'est quoi l'état de santé de la console? Mettons que Noël arrive puis on a le goût de peut-être se l'acheter. Est-ce que c'est une console qui va mourir ou qui... Comment est-ce que... Son état de santé, je veux savoir comment est-ce qu'elle va, la console. Moi, je vous dirais, là, Nintendo ont vraiment... c'est comme un continu pour eux autres, parce qu'avec la Wii U, on le sait, c'était vraiment pas fort. Il y avait de bons jeux, mais il y avait pas les développeurs n'étaient pas du tout là-dessus. Je te dirais que cette fois-ci, Nintendo sont vraiment bien repris. En un an, on a eu un bon Zelda. On a eu le Mario versus les lapins crétins. On a eu Mario Kart Deluxe. On a eu justement le Mario Odyssey. On a eu Splatoon 2. On a eu ARMS. Il sort en fait aussi le Wolfenstein 2 qui s'en vient. Doom, qui était sur les autres consoles, qui est sorti l'an dernier, s'en vient sur Switch aussi. Bien sûr, il est moins beau que sur PS4, Xbox One ou PC, mais il est vraiment impressionnant quand même. Donc, moi, je vous dirais, là, la Switch, on voit que c'est rendu vraiment un vrai... c'est un vrai successeur pour Nintendo. Puis du fait aussi que c'est une console de maison, mais une console aussi portative. Tu n'as plus besoin non plus de te dire « Ah, je m'achète un DS pour jouer le nouveau Zelda. » Ça me tente comme pas trop. Je suis pas un gars qui joue sa route vraiment. Puis là, tu te retrouves sur ton divan branché avec un fil sur le mur puis sur ta petite machine. C'est plaisant d'avoir sur la Switch de pouvoir jouer sur la TV, mais même si quelqu'un occupe le téléviseur, la tablette, comme elle est faite, tu peux enlever tout simplement là, les Joy-Con et la mettre sur une table de salon puis jouer. Même si l'écran est petit, la résolution est super belle, ça joue vraiment bien. Donc moi, je vous dirais honnêtement, là, cette console-là, je la conseille fortement à tout le monde. Moi, depuis que je l'ai, elle me sert énormément. Moi, je te dirais, là, je me suis même débarrassé de mon Xbox One au début de l'été parce que d'avoir deux machines que je jouais énormément comme ça déjà avec la PS4 et la Switch, honnêtement, là, ma Xbox, ça virait plus du tout. Il y a quand même des exclusivités qui m'intéressent, qui s'en viennent. Je pense que j'aurais pas le choix d'en racheter une, surtout, mettons, avec la Xbox One X qui s'en vient. Mais je te dirais, la Switch, là, vraiment, moi, je le conseille à tout le monde. Puis bien sûr, familial, t'achètes cette console-là, t'as 2 Joy-Con. La plupart des jeux qui se jouent en multijoueur, tu prends un Joy-Con, j'en prends un, et on est prêt à jouer à 2. Donc, on est full équipe déjà en commençant. Oui, et puis justement, tu parlais que tu voulais avoir une Xbox One X, tu parlais des exclusivités qui allaient sortir, des gros titres. Demain, on en a un très gros qui va sortir, un jeu qui est attendu depuis 2 ans parce que Ubisoft avait sauté un an sur les Assassin's Creed. Là, demain, on a Origins qui s'en vient. Oui, Assassin's Creed Origins, moi je vous dirais honnêtement, ça a fait du bien à la série Assassin's Creed de prendre une pause d'1 an. Souvent, on jouait les jeux, on se disait c'est pas mal pareil comme l'année passée. Même si c'était des jeux de qualité avec des visuels impressionnants, tout ça, on voyait que la soupe, ça faisait longtemps qu'ils brassaient la même soupe. Celui-là, on voit qu'ils ont vraiment fait le devoir, ils ont vraiment essayé de faire un changement avec. Donc, on se retrouve avec des combats un petit peu plus personnels. Donc, vous allez, quand on se bat contre les ennemis, là, comme je dirais, on se retrouve un petit peu plus rapprochés. Puis les contrôles, on s'inspire des gros titres qui ont été vraiment populaires. C'est les Dark Souls, les Demon's Souls, justement tous les jeux de cette série-là, où les combats, vous allez pouvoir vous locker sur un ennemi, et là, vous avez un bouton qui fait des grosses attaques, un bouton qui fait des petites attaques.
puis vous allez pouvoir éviter les coups de vos adversaires, tout ça. Il y a aussi tout votre inventaire. Tu sais, dans les anciens, on avait notre épée, puis on faisait des combats. Puis si on ramassait une épée à terre, ben, tu sais, était accessoire. Tu sais, cette épée-là avait pas plus de puissance qu'une autre, mais dès qu'on se mettait à escalader un mur, ben, il droppait cette épée-là, il revenait à la sienne. Ben là, on peut vraiment ramasser de nouvelles armes, de nouveaux équipements, donc des armures, des épaulières, tous des trucs comme ça. Puis vous allez améliorer vraiment les performances de votre personnage. Ben, donc, c'est un petit peu ce qu'il avait déjà essayé d'apporter il y a 2 ans avec Syndicate, là, parce que Syndicate, ça avait été ce qui avait suivi Unity qui avait planté à cause des bugs incroyables, parce qu'à cause du rush des actionnaires qui avaient du côté Ubisoft de sortir un gros jeu par année. Quand il y avait sorti Syndicate, on avait une échelle peut-être qui était à 1.8 là, pour la ville, c'était vraiment plus énorme. On avait justement le skill tree pour upgrader le personnage, puis sans compter que tout notre équipement aussi, on peut l'upgrader avec les ressources qu'on a ramassées dans le jeu. C'est juste que là, je pense que le 2 ans qu'il y a eu vont réussir à peaufiner ça, puis nous amener quelque chose de beaucoup plus intéressant, surtout nous amener sur l'origine des assassins, donc un point d'histoire qui va certainement intéresser du monde, puis parce que sinon, la prochaine étape, c'était l'époque contemporaine, puis je pense que ça intéressait personne. Ben, c'est qu'on le voyait déjà avec Unity, on se rapprochait vraiment du monde moderne. Quand on est arrivé à Syndicate, moi, personnellement, quand je suis arrivé à Londres avec les calèches et tout ça, j'avais plus l'impression quasiment de jouer à un GTA rétro plutôt que de jouer à un Assassin's Creed moderne. Donc, avec un petit peu de Batman avec le grappling gun, là? Oui, exact. Tu sais, je trouvais que on disait, regarde, vous êtes écœurés d'escalader des tours, on va vous donner un grappin. Mais là, je sais, on est rendu, tu sais, on est en 2017, puis il n'y a personne qui a des grappins high-tech pour escalader des bâtisses comme ça. Donc, je trouvais ça un peu too much, un peu tiré par les cheveux. Puis bien sûr aussi, hein, d'utiliser toujours le même engin, toujours une ville un peu restreinte, comme un peu il avait fait avec Paris ou Londres. À un moment donné, tu t'amènes dans cette espèce de terrain de jeu-là. Celui-là, on retourne vraiment plus comme le premier Assassin's Creed avec une map qui est vraiment immense, ouverte, où vous allez pouvoir voyager de ville en ville à dos de dromadaire. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose qui manque. Hein. Moi, les premiers Assassin's Creed, je me rappelle, je jouais, puis j'étais là. Ça fait quasiment penser à un Zelda où vous allez vous promener de village à village et faire des quests à tel endroit. Mais celui-là, c'est vraiment ce genre-là. Puis d'avoir des personnages qui te donnent des quêtes secondaires variées. Et ça, c'est intéressant aussi. Là. Donc, c'est pas toujours juste va assassiner un tel, puis reviens me voir, je vais donner une autre mission. Donc ça, honnêtement, là, moi, ça m'a vraiment plu. Puis visuellement, moi, je l'ai essayé aujourd'hui là sur le 1080p sur une PlayStation standard. Et tantôt, je l'ai essayé sur le 4K avec la PlayStation Pro. Puis honnêtement, là, c'est vraiment quelque chose. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner aussi avec la Xbox One X, parce qu'on le sait, hein, le 4K va être natif sur cette machine-là. Ouais, justement, parlant de la Xbox One X, puis tu parlais de la PS4 Pro, là, on sait la Xbox One X s'en vient le 7 novembre. Il parle de la console la plus puissante qui va sortir sur le marché, première console qui va être refroidie liquide, qui promet des performances qui vont être incroyables. On sait toute la PS4 Pro. Je sais pas, moi, ce que j'ai comme feedback, là, ça reste plutôt mitigé. Penses-tu que sérieusement, la Xbox One X va être vraiment nettement supérieur, ou on va se ramasser avec un produit qui va être similaire? Ben, c'est quand même pas mal supérieur à ce qu'on a sur PS4 Pro. Par contre, bien sûr, les développeurs, hein, c'est comme si on regarde le marché du PC. Les jeux PC sont restreints par les puissances des consoles. Ça va être un peu la même situation, je pense, avec la Xbox One X, parce que en plus, eux autres, ils se mettent le carcan de dire il faut que tous les jeux développés pour Xbox One X soient aussi compatibles avec les Xbox One standard. Puis bien sûr aussi, on le sait, hein, les développeurs, eux autres, quand ils font un jeu, surtout multiconsole, multiplateforme, on se dit, regarde, il faut qu'il soit quand même compatible sur PS4 normal, PS4 Pro, Xbox One normal, Xbox One X et PC. Donc, bien sûr, on se retrouve avec un peu un carcan de dire, regarde, on peut pas pousser la machine au maximum. Puis on se retrouve dans une situation, je pense que ce que j'ai hâte de voir avec la Xbox One X, comme on a la console la plus puissante sur le marché, est-ce qu'on sera pas tenté de faire un peu comme Nintendo fait avec la 3DS puis la New 3DS, de dire, regarde, oui, on veut que tous les jeux soient compatibles, mais si on veut pousser, si on veut profiter, si les gens qui l'ont acheté veulent vraiment profiter de leur machine, est-ce qu'on ne sera pas tenté de faire des jeux exclusivement sur cette machine-là? Donc, c'est un pari risqué. Moi, j'ai hâte de l'essayer pour voir, en fait, les performances de ça, mais c'est sûr et certain que, malheureusement, ces performances-là, on les verra pas tout de suite. Oui, mais Sébastien, là, je voulais t'arrêter sur un point, là, c'est parce que là, tous les jeux qui vont sortir pour la Xbox One X, oui, ils vont être compatibles sur la Xbox One normale, sauf que chaque jeu qui va être en 4K va venir avec une grosse patch. Là. Ils disent qu'au niveau du patch, ça va doubler peut-être le size de l'installation du jeu. Est-ce que c'était quelque chose qui était aussi viable avec la PS4 Pro, ou vraiment, là, c'est vraiment quelque chose d'exclusif avec la Xbox qui va vraiment mettre un jeu vraiment
plus gros pour booster les graphiques? Ben, en fait, parce que ce qui arrive, c'est qu'on va chercher, avec la PS4 Pro, bien sûr, on a une console, on a un processeur plus puissant. Par contre, on y va avec la résolution 4K. Microsoft, eux, ils ont vraiment poussé pour dire, on va y aller avec, bien sûr, la résolution 4K, mais on va aussi aller avec les textures haute résolution pour le 4K. Puis ce qui prend la place, ce qui est vraiment volumineux pour ces mises à jour-là, c'est les fameuses textures 4K. Donc, si on prend une texture, admettons, de sol, ou même les voitures, en fait, dans les jeux, là, ben, si on double, en fait, la résolution, donc on va vraiment grossir les fichiers énormément. Puis, bien sûr, on enlève tout ce qu'il y a de compression dans les fichiers qu'on utilisait normalement pour les jeux standards. Puis bien sûr, en y allant avec en téléchargement comme ça, la moitié des jeux, souvent, ce qui arrive, c'est qu'un disque Blu-ray, ça coûte tant à produire. Ben, eux, en mettant une bonne partie du jeu sur le réseau, mettent des Blu-ray standards. Donc, au lieu de mettre un Blu-ray, mettons, double, triple, quadruple couche, ben, on va chercher un Blu-ray standard, on en met une partie du jeu là-dessus, puis on dit, garde, si vous voulez jouer si vous voulez avoir les hautes textures, tout ça, ben, il faut faire la mise à jour. Donc, moi, je te dirais, oui, c'est sûr, c'est pas quelque chose qu'on voit sur PS4, aussi du fait que, souvent, les formats des disques, on va aller chercher des disques plus gros, tout simplement, puis aussi, comme les textures sont la même résolution et que c'est le jeu qui est plus haute résolution, bien sûr, on a un peu de moins de détails au niveau, justement, de des textures. Hey, moi, je suis tellement mêlé là-dedans. Là. Je me sens tellement vieux là, puis perdu. Là, c'est l'enfer. Ben, en fait, moi et Pat, on avait une question, Seb. Là. Dunk Hunt 2, ça sort quand? Ben, honnêtement, moi, personnellement, c'est le genre de jeu que j'aimerais que Nintendo se dise, regarde, il y a un passé avec ça, puis on n'a jamais réutilisé ces licences-là. C'est vraiment génial de pouvoir tirer dans notre TV des canards. Bon, dis tellement de bon Vic 20. Hey, Seb, on se laisse là-dessus. Puis écoute, on va collaborer à l'avenir. Là. J'aimerais bien ça qu'on se garde à jour comme ça dans les sorties puis dans les nouveautés du monde du jeu vidéo. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Hey, merci. C'est bon. Hey, Merci, salut. Sébastien Tremblay de Jeux vidéo high-tech, rue Racine, Chicoutimi. Les boys, honnêtement, j'ai regardé Pat tout le long de l'entrevue. Là, Allez, j'étais perdu, là, les affaires de Là, écoute, là, c'était rendu du refroidissement, les kids. Là, je me suis dit, ça y est, je veux me téléporter avec ma X1 Pro. Ben, à un moment donné, là, je pense qu'ils ont parlé Klingon sans qu'on s'en rende compte. À un moment donné, c'est sûr et certain. J'étais tout mêlé. Là. Je comprends. Vous êtes des amateurs. On est des... Ouais, mais moi, je vais commencer à jouer à Assassin's Creed quand on aura la version Saguenay-Jean Tremblay. Là. Parce que Ubisoft s'en vient dans la région. Fait que moi, quand on va avoir la version Chicoutimi-Nord avec Assassin's Creed sur le IGA, ça va être merveilleux. Voici les injustes. Hey, juste avant de se laisser, un petit segment que j'apprécie particulièrement où on essaie de vous faire découvrir quelque chose sur lequel on a travaillé, qu'on a lu, qu'on a regardé, qu'on a consommé. Non, on parlera pas de pot ici. Là. On va parler plutôt de notre poison de la semaine ou des dernières semaines. Faire le tour de table. Pat, t'as eu l'occasion de mettre la main sur le dernier Astérix. Ça a été ton poison dans la dernière semaine. Bon ou mauvais poison? Ben, je dirais que ça a été un mauvais poison. Oui, sincèrement. Astérix et la Transitalique par Jean-Yves Ferry puis Didier Conrad. T'écoutes, tu sais, là, Astérix, là, c'est un phénomène. Ben oui. C'est mondial, c'est légendaire. Tu vas te sentir coupable d'haïr ça. Oui, exactement. Et je trouvais ça plate de ne pas avoir aimé ça. Je trouvais ça plate d'avoir trouvé ça plate. Mais pourquoi c'était plate? Qu'est-ce que Parce c'est que, bon, écoute, tu sais, l'idée de départ, là, t'as un espèce de sénateur qui est en route avec son chariot, tout ça. Il pogne un nid de poule, il se casse la gueule, il fait une plainte. Et là, le gars qui s'occupe de l'état des routes décide de dire « Ah non, nos routes vont super bien, tellement bien qu'on va organiser une course. » Tu parles-tu de la campagne électorale municipale ou... Ça ressemble à ça, hein? C'est ça l'affaire. Donc, il organise une course, puis là, t'as plein de monde, de plein de peuples, incluant Obélix et Astérix, qui vont participer à cette course-là. Puis là, bon, cette course-là est un peu truquée parce qu'ils vont avoir un coureur qui s'appelle... comment il s'appelle? Il y a une espèce de drôle de nom. Chose Astérix. En tout cas... Ça finit toujours par X. Le gars, bon, un peu, là, tu sais, il s'en va vers... tu sais que c'est triché un peu, tu sais que... Les gags sont intéressants. Le dessin, à un moment donné, est tellement surchargé que, comme dans certains Astérix, t'as des caméos. Puis là, à un moment donné, t'arrives, pendant une espèce de scène de course, tu te dis, c'était qui, lui? C'est quel artiste qu'ils ont voulu représenter? Mais la case est tellement petite dans l'échafourée de dessin... Que tu reconnais pas. Que tu le sais pas.
Est-ce que le pilote caché sous son masque, c'est un grand pilote italien de Formule 1? Est-ce que le scénario que tu as déjà vu, alors que ça fait 5 pages que tu es rendu, puis tu dis, c'est sûr que ça va virer de même. Tu le sais, tu connais déjà la fin. Tu sais, c'est comme, ma meilleur exemple, c'est comme si c'était, tu sais, à un moment donné, tu as des grands manufacturiers qui ont fait des affaires, puis je prends Lada, un char russe, plate, mais un succès incroyable. Tu sais, ils en ont produit des millions, ils ont fait plein de modèles, ils ont fait plein d'affaires. T'as l'impression qu'ils se sont pas forcés puis qu'ils ont roulé sur la marque? C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, Astérix, c'est un nom, pas de contenu. Oh, c'est sévère. Et il y a eu une controverse aussi. On a enlevé la page d'introduction. L'avais-tu remarqué ou je te l'apprends? Ah ben, tabarnouche. Écoute, j'étais tellement blasté par le fait que je me disais, c'est étrange. J'avais lu une critique qui l'avait un peu démoli, mais j'étais bien plus sévère que la critique qui l'avait démoli. Et, écoute, c'est même la tête de César. J'en ai parlé avec un de mes chums qui l'a lu aussi, là. Puis, t'es surpris à un moment donné quand tu vois César, puis tu te dis, il y a bien une drôle de face. On dirait que c'est pas son nez. Ils se ressemblent pas? Non. OK, c'est spécial, ça, par exemple. Là, il n'y a aucun des créateurs d'Astérix qui est impliqué dans celui-là. Là. Non, l'affaire, c'est qu'eux autres, là, ils se sont fait... C'est l'équipe qui est là depuis... Bon, tu sais, ils ont fait Astérix et les Pictes. Ils ont travaillé sur le cadeau de César, tout ça. C'était-tu meilleur un peu? Parce que moi, j'ai arrêté... Celui de César, là, il était spectaculaire. Okay. Moi, celui des Pictes, je l'avais trouvé bon. Puis Astérix, là, le dernier, celui de César, avait battu mondialement toutes sorties de livres confondues. Oh boy. Il a planté un Dan Brown. Il faut le faire. Tu sais, c'est événementiel, un Astérix. Ben, quand ça arrive, tout le monde en parle dans toutes les strates. Regarde, même nous, à la radio, on en a parlé. Mais si je prends une conversation que j'ai eue avec quelqu'un en librairie, le gars, il dit, je peux pas l'avoir dans ma bibliothèque. Ah, mais c'est sûr. Mais est-ce qu'il va l'avoir lu? C'est ça l'affaire. C'est ça le problème. Je pense qu'en ce moment, là, ça m'a amené à une espèce de drôle de conclusion. C'est comme si, et ça, on revient tout à l'heure à, on va au cinéma où on cherche telle affaire parce que, tu sais, bon, c'est Cruise. Ou c'est comme le nom. On sauve du temps. On sauve du temps. On va chercher un gros nom important qui est sûr de générer des millions. Ben, un saut de qualité, c'est ça qu'on veut. Parce que je veux pas avoir le temps d'évaluer moi-même. Je veux être sûr de pas me tromper si j'ai... Mettons que j'ai une heure à lire à soir. Je veux pas me tromper. Ben moi, je l'ai lu en 2 périodes de 15 minutes. Oh boy, c'est pas long. J'avais clenché 20 pages dans mon premier 15 minutes. J'étais comme un peu... Mon chum l'a lu aussi dans sa pause également. Puis là, après ça, on l'a fini tous les deux à des moments différents. Puis on en était venu à une conclusion que, ben écoute, je pense que j'aurais dû lire le nouveau Titeuf, qui est beaucoup plus sardonique, qui est sarcastique et qui va aller chercher la critique sociale. Alors que ça... Moi, y a-tu de quoi qui se colle un peu à notre époque? Hein? Tu sais, des fois, il était bon de faire des critiques un peu à gauche et à droite. Ben, l'affaire, c'est que c'est sûr que, bon, tu sais, c'est toute la politique, bon, les pots de vin, la façon dont tu essaies de dissimuler les choses en dessous de quelque chose. C'est ça qu'on critique beaucoup. Ben, c'est ça, là. C'est comme l'affaire, là, bon, tu sais, t'as une ville qui s'enfonce. Oh non, on rebâtit par-dessus, on est bien, là. Okay. C'est plat. Ton autre poison que tu avais, c'était? Ben, mon autre poison, c'est une petite série un peu débile là, qui passe à Space. Là. C'est Stan Against Evil. Le gars, c'est avec John C. McKinley qu'on a vu. Oui, j'ai vu les annonces. OK. C'est un gars là, que sa femme est morte. Il reste dans une petite ville un peu débile. Puis, dans cette petite ville-là, il y a déjà eu un shérif d'antan qui a brûlé 172 femmes accusées de sorcellerie. Aïe aïe. Tu sais, aux États-Unis, il y en a peut-être eu 10, puis lui, il en a brûlé 172 juste dans sa localité. Ça, c'est de l'ouvrage, ça. Là. Après ça, tous les shérifs se faisaient tout le temps tuer, sauf que lui, il n'est jamais mort jusqu'à temps qu'à l'enterrement de sa femme, il voit une sorcière, il saute dessus, il la tabasse, il perd sa job, puis là, il y a un nouveau shérif qui arrive, puis là, il se rend compte que finalement, oui, il y a des sorcières, lui, il faut qu'il se batte contre le mal. Il est mal embouché, il est un peu débile, il considère que Starkey et Hutch est une comédie homosexuelle. Il y a une façon de penser première tellement saison rétrograde. Ou Ben, c'est une première saison, okay. C'est des petits épisodes d'une demi-heure. Je n'ai écouté 4, puis j'ai trippé, j'ai trouvé ça se roule drôle. bien. Tu sais, c'est rapide, c'est simplet. Puis c'est bon. Puis tout le monde explose. Alan, ton poison, et est-ce que c'était un bon ou un mauvais poison?
Jusqu'à maintenant, c'est un excellent poison. Là, présentement, je suis en train de lire le 3e livre de la trilogie. Peut-être qu'il va y avoir d'autres livres par après, là, de John Dies at the End. Je connais pas ça. Ça, c'est des romans qui sont écrits par David Wong. Il y a possiblement plusieurs personnes qui vont connaître c'est qui parce que c'est un des gars principaux qui est à l'arrière du site de crack.com, un site que je méprise assez incroyablement, mais tu sais, c'est pas grave, l'auteur, je l'aime beaucoup, tu sais. Tant qu'à se faire haïr par du monde, on va le dire. Hein? Je le méprise, mais je le lis. Ah, c'est ça. Mais ses romans et ses commentaires sur Crack, c'est deux choses différentes. Là, présentement, le volume que je suis en train de lire, c'est What the Hell Did I Just Read? En quelque sorte, au niveau de la prémisse, il faut se mettre un petit peu dedans. Si on va dans le premier tome, t'as David Wong et son chum John. Ils sont dans un party. Il y a un gars fucké qui arrive avec une super drogue supposée extraterrestre. C'est une espèce de... Ça ressemble à du mercure vivant. C'est qu'il arrive dans le party, il en donne à tout le monde crève. À part ces deux caves-là. Mais sauf que ça, cette drogue-là a ouvert leur sens sur tout ce qui était cosmique, c'était sur le monde des morts, des fantômes, de tout ce qui peut être bizarre. C'est que les autres, là, sont devenus des experts du paranormal. Mais ces deux drogués, il y en a un qui passe sa vie à fumer du cristal meth. C'est que, tu sais, ils peuvent se téléporter. Dans le premier livre, vraiment, là, c'est ridicule. Ils vont chasser des fantômes, là, comme il y a quelqu'un qui va dire « Hey, mon sous-sol, il est hanté par un requin. » C'est que son sol, il est enseveli sous l'eau, puis il y a un requin qui flotte là-dedans. Mais tu sais, c'est comme fantomatique. Mais ils vont combattre ça en faisant du air guitare ou en faisant n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils savent pas ce qu'ils font, là. Hein. Mais c'est deux fuckés total. Sauf qu'ils deviennent des sommités parce que, veut pas, il y a vraiment des affaires bizarres qui se passent en ville. Donc, ces deux cons-là, c'est toujours ceux-là qui sauvent le monde. Mais là, dans le 3e tome, là, on est pogné avec une race qui sont en train de créer des doppelgangers parce qu'il y a une espèce de larve qui veut prendre possession de l'humanité, puis c'est que là, ils sont payés là-dedans, mais ils ne savent jamais ce qu'ils font. C'est-tu bien long à lire? C'est-tu très volumineux? Ou... Non, on va parler de trucs de 350 pages. Là. Okay. Ça fait que ça se lit très bien. Puis sérieusement, si vous embarquez là-dedans, pour vous aimer, David Wong a écrit un autre roman aussi, là, c'est futuristique. Oh, Pat, t'as pas l'air sûr? C'est Suit and Violence. Suit and Violence? Ben, il y a futuristique aussi dans le titre. En tout cas, chercher David Wong, il a écrit 4 livres, c'est super facile à trouver. Mais celui-là, là, c'est un hors-série, ça ressemble un petit peu à du Shadowrun. Pour le monde qui ne connaît pas Shadowrun, ça ressemble à Johnny Mnemonic un peu dans l'univers. C'est génial, super drôle. Sérieusement, c'est des romans qui valent la peine. C'est un excellent auteur. Il mélange bien l'action, l'humour, puis l'absurde total. Là, c'est vraiment... Puis si vous aimez, puis vous êtes curieux, puis vous aimez les films à petit budget, John Dies at the End, il y a un film qui a été fait. Ouais, c'est ça, j'allais te demander. Y a-t-il une adaptation qui aurait Il y a une adaptation petit budget. C'est fort sympathique. Il y a plusieurs personnes qui vont accrocher sur le fait que ça a été fait avec 12 000 $. Mais ça, à un moment donné, il faut... j'exagère, là. C'est cheap, mais c'est drôle quand même. Ça va à peine d'être vu, là. OK. Puis c'est facile à trouver ou... Oui. Amazon existe encore. OK. Bon conseil. Non, mais tu sais, des fois, il y a des affaires qui sont un peu plus dures à trouver. Sinon, as-tu un autre poison ces temps-ci ou... J'en ai un ou deux, là. Honnêtement, j'ai commencé la nouvelle série de Marvel, je pense qu'il passe à Fox, de Gifted. Puis? Jusqu'à date, je déteste pas. C'est sûr qu'on embarque encore sur le côté des séries TV où ils vont beaucoup travailler sa famille, les sentiments. Mais ça se passe dans l'univers des X-Men, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé bizarre parce que les X-Men, le Brotherhood, ça n'existe plus. Okay. Là, tu as comme une gang de mutants qui sont encore là, puis sont persécutés par des agents de police qui sont le projet Sentinelle. Qui sont là, puis tu sais, un mutant, là, va juste utiliser son pouvoir, ça fait par exemple, il va tasser une chaise, là, il va faire, tu as la possibilité de tuer la population au grand complet, on va t'emmener en prison avec des gros guillemets, là. Les mutants sont dans des camps de concentration, sont pratiquement juste pour pas se faire tuer sur champ. Mais dans le timeline, c'est où, à peu près? Si on prend le nouveau timeline qui a été établi dans les films des X-Men, les X-Men ont été proéminents des années 80, puis ils se sont écroulés des années 90. Là, ça se passe en 2017. OK. Ça fait peut-être 15-20 ans que les X-Men n'existent plus. Ah, OK. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, effectivement. OK. Ah, intéressant. Ben, je vais finir avec le mien. Vous me laissez finir avec le mien? Bien entendu. Bien entendu. J'ai commencé le IDW qui ont acheté Teenage Mutant Ninja Turtle en 2011. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette transaction-là. En fait, c'est Nickelodeon qui avait acheté les droits. IDW sont devenus donc la maison d'édition qui allait faire les comics des Turtles, puis ils ont reparti la série. Et eux, ils ont eu une idée vraiment géniale. Tu sais, on se plaignait dans le dernier podcast que c'était compliqué de suivre une série avec tous les hors-séries, les mini-séries, puis toutes ces bebelles-là. Eux, ils ont eu une bonne idée. Ils ont créé ce qu'on appelle
des IDW Collection. Alors, il y a 5 volumes jusqu'à maintenant. Et ils ont mis tous les numéros dans l'ordre de lecture. Que ce soit une mini-série, un one-shot, la série normale, une série parallèle, ils l'ont mis en ordre pour que toi, celui qui n'a jamais lu ça, puisse acheter le premier volume puis suivre l'histoire de A à Z sans avoir à courir les extras, puis à gauche, puis à droite, puis avoir une collection de TP. Ils sont chers, sont gros, sont beaux, c'est magnifique. Je suis retombé en amour avec les Turtles et c'est vraiment génial parce que tu peux le lire de A à Z. Puis sincèrement, là, c'est du fast-food, là. T'sais, on a tout fait pour te rendre ça facile, pour être sûr que toutes les critiques que tu as envers les comics et la difficulté de les suivre, c'est éliminé. Tu as un gros livre, tu le suis, tu regardes, puis tu avances dans le timeline. D'abord, c'est la série, la Ongoing, qui est encore publiée jusqu'à maintenant. C'est celle qui aura eu le plus de numéros concernant les Turtles. Ils sont rendus au numéro 75-76 à peu près. Donc, la continuité, ça va bien. Là. Ça va très, très bien. Sur une question, je ne me trompe pas, Eastman a travaillé sur sa relance-là, par exemple. Il me semble que oui, il est impliqué sur plusieurs numéros et sur plusieurs story arcs. Eastman, dans le volume que moi j'ai actuellement, est impliqué effectivement de A à Z. On a refait l'origine des tortues. Là où j'ai fini le volume 1, j'ai le volume 2 qui s'en vient tranquillement, pas vite. J'ai des bémols. Il y a des choses qu'on a retravaillées. On a essayé de mélanger un peu toutes les origines qu'on connaît des Turtles pour en faire une seule. Et là, il y a une histoire de réincarnation là-dedans là, que je suis pas sûr d'acheter encore. Là. Je suis pas convaincu d'acheter. T'sais, dans le sens où Oroku Saki a tué Hamato Yoshi, donc Splinter, et ses 4 enfants. Et là, eux se sont réincarnés dans un rat et 4 tortues. Puis Oroku Saki, lui, s'est réincarné dans un autre être humain. Puis là, il se retrouve genre 2 ou 3 siècles plus tard. Ce bout-là de l'origine, là, est un petit peu tough. Puis le mutagène, qu'est-ce qu'ils en font là-dedans? C'est Stockman qui est à l'origine avec le général Krang, qui est le Krang qu'on connaît, là, l'espèce de cerveau. Là, OK, ça fait que vraiment le côté extraterrestre. Il y a le côté extraterrestre. C'est quoi, la dimension X, il est vraiment là-dedans aussi? Jusque-là, tout est là. Stockman est là, Krang est là, Shredder est là. Donc là, on n'est pas dépaysé, mais on essaie d'en faire une lecture plus contemporaine. Ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à l'univers Ultimate, où on a voulu se coller sur ce qui c'est les plus belles idées, les meilleures idées, mais avoir notre propre chemin aussi. Avec l'approbation de Kevin Eastman qui est impliqué dans le projet. Jusqu'à maintenant, en tout cas, le premier volume se lit comme un couteau chaud dans du beurre mou. Là. C'est génial, génial. Puis le fait que tu n'as pas besoin de courir à gauche et à droite pour comprendre que toutes les one-shots sont là, que toutes les mini-séries sont là, sincèrement, puis la qualité du volume, il est beau. Là. Il est beau. Là. IDW le fait des productions comme ça là, qui sont incroyables. Ah, il est de qualité, là. T'as envie de l'acheter. T'es peut-être pas intéressé nécessairement par les Tortues Ninja, puis t'as envie de dire, tabarnouche, je deviens une Tortue Ninja moi-même. Il est beau. Puis il avait fait le même principe, IDW Collection, avec les anciens numéros de Eastman puis Laird. Ouais. Moi, j'ai le premier volume que j'ai fait signer à Eastman, puis de son aveu, là, c'est un de ses volumes préférés. Et la qualité de ce volume-là est incroyable. Il est gros, il est guérant. C'est en noir et blanc. La qualité de l'impression des pages, la reliure. C'est un livre que vous devez avoir si vous êtes un amateur de comics. Vous devez avoir ce volume-là. À tout de moins le numéro 1. Peut-être pas d'acheter les 6 parce qu'ils sont quand même dispendieux, mais d'avoir le premier avec les 6 premiers numéros des Turtles de 1984, c'est un must. Tu sais, si ça peut vous donner une envie, là, c'est pas nécessairement rien que pour les Tortues Ninja. Découvrez IDW. Là. C'est un éditeur, le fun, qui est allé chercher plein de petites franchises ou de grosses, puis qui sort du contenu de qualité, puis des affaires qui sont super le fun. Puis on va faire des découvertes, là. C'est quand même eux autres qui ont sorti 30 Days of Night. Là. Oui, tout à fait. Et ça, là, ça cartonnait. Là. Ben, parlant de 30 Days of Night, Steve Nice rembarque avec un nouveau dessinateur, puis il va relancer le premier story arc, parce qu'il ne faut pas oublier que la première fois que ça avait sorti, c'était quoi? C'était un 3-4 numéros, c'était très court, mais sauf que ça, on n'aura pas Ben Temple-Smith qui va embarquer là-dessus. Ça fait que qu'est-ce que ça va donner? Parce que 30 jours de nuit sans Ben, ça va être particulier. Puis pour les gens qui connaissent pas IDW, qui n'avaient pas dit que ça sortait des franchises qui sont reconnues, tu vas aller chercher Transformers, tu vas aller chercher Star Trek, G.I. Joe, Ghostbusters, tu vas même aller chercher Back to the Future. Oui, puis ça a l'air vraiment le fun. Hein? Je sais que tu es en train de... Back to the Future, à un moment donné, je vais en parler, c'est sûr et certain, parce que ça va faire 2 ans que j'ai lu. J'ai vraiment du fun, parce que, tu sais, Bob Gale
est encore l'écrivain principal, puis il n'a pas encore lâché un numéro. Là. Ça va faire 2 ans qu'il écrit là-dessus. Donc, on a vraiment l'auteur... Y a-tu des TP de sortie? Les TP qui sont existants, tout est sorti. Ça fait qu'on a vraiment le gars qui a créé, qui a écrit Back to the Future, qui continue ses histoires en BD. C'est merveilleux. Messieurs, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les Injustes.